Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content pour vous retrouver pour cette 4e vidéo, issue de ce premier quatuor. Alors je ne vous cache pas que donc nous allons parler de Chihaya Furu. Je vais essayer de... C'est un terme que je vais répéter plusieurs fois dans la vidéo, j'espère que je ne vais pas trop l'écorcher. Je me suis demandé, au tout début, quand j'ai sélectionné les 4 mangas que je souhaitais, les 4 œuvres que je souhaitais aborder, et en me disant, est-ce que je sais pas un peu trop tôt pour parler de Chihaya Furu, étant donné que c'est une œuvre que je tiens en très haute estime, est-ce qu'il faudrait pas que j'acquière un petit peu plus d'expérience dans ce petit exercice de présentation de manga. Il se trouvait qu'il cochait toutes les cases, de savoir une série longue et qui soit assez vieille par rapport aux autres séries que je vous présentais jusque-là. Et puis en fait, faire de l'analyse et c'est quelque chose que je fais depuis déjà de nombreuses années, donc et puis même, et ça fait longtemps que dans ma tête je compulse, compile, réfléchis, et que je me concentre sur ce sujet. Ça fait des années que je voulais faire ça, donc allons-y. Je suis passé plusieurs fois sur ce script, j'espère qu'il vous conviendra. En tout cas, moi pour l'instant, enfin jusque-là, je suis assez satisfait de ce que ça donne à l'écrit. Donc voilà, je sais que par rapport aux autres mangas précédents, je vais me donner un petit peu plus de largesse, notamment au niveau du montage, qui est pourtant une activité que j'aime pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je pense que c'est ce qu'il faudra pour faire un minimum honneur à cette œuvre. Donc, petite introduction passée. Chihaya Furu, 44 tomes actuellement disponibles, terminés en 50 au Japon, dont le premier est sorti en 2008, disponible en France depuis 2013 aux éditions Pika. Il s'agit ici de la 7e œuvre de l'autrice Suetsugu Yuki. Il s'agit aussi de la seule œuvre de l'autrice qui soit sortie des frontières du Japon, et je parlerai très brièvement de la crise professionnelle qu'a traversée Suetsugu Yuki après avoir présenté ce manga Chihaya Furu. Chihaya Furu est un josei. Alors qu'est-ce que c'est qu'un josei ? Eh bien c'est très simple, le josei ou josei, je sais plus, est le penchant féminin du seinen. Le manga seinen est supposé s'adresser à un public de jeunes hommes, a priori sortis de l'adolescence, et le produit sera marketé ainsi. Le manga josei est supposé s'adresser à un public de jeunes femmes, a priori sorties de l'adolescence, et le produit sera marketé ainsi. À l'étranger, et notamment en France, cela ne fait que depuis quelques années que le style josei est reconnu du point de vue des maisons d'édition, et même au niveau des librairies. Il n'y a que celles qui ont suffisamment d'étagères après avoir rangé 500 tomes de One Piece, 500 tomes de Naruto et 200 tomes de l'Attaque des Titans, puis toutes les centaines de mangas qui sortent chaque mois, qu'ils vont s'inquiéter d'avoir un espace pour y présenter des mangas josei. Alors, il ne s'agit pas d'une attaque vis-à-vis de One Piece, Naruto et l'Attaque des Titans, qui n'ont pas volé leur succès. Mais le conditionnement de ces 3 séries dans les étagères frise souvent le ridicule, et j'ai personnellement très souvent l'impression que cela est fait au détriment et la mise en disponibilité des autres œuvres. Donc Chihaya Furu est un josei, mais en France vous le trouverez au rayon shoujo. Ce n'est pas un problème en soi. Je pense que Chihaya Furu est un manga qui est tout à fait accessible à des adolescents, et même des jeunes adolescents, et qu'il pourrait tout à fait être marketé ainsi. La classification josei de Chihaya Furu tient du fait que son autrice, Suetsugu Yuki, qui avait auparavant dessiné et des mangas josei et des mangas shoujo, en reprenant le travail en 2007, était alors prépublié dans le magazine de prépublication Beloved de l'éditeur Kodansha. Alors, Kodansha, on en a déjà parlé. Auparavant, je crois qu'on en a parlé pour Ateli. Donc, Beloved, qui est un magazine de prépublication de mangas spécialisé dans les josei et les shoujo matures. Alors, qu'est-ce que les éditeurs japonais considèrent comme étant des shoujo matures ? Ce sont toutes les histoires où le personnage principal est une adolescente, et où l'objectif du récit n'est pas de nous raconter une romance avec le garçon populaire du collège ou du lycée. Et si vous étiez en train de vous questionner sur le sujet, oui, les éditeurs en question sont des hommes. Tous les décisionnaires sont des hommes. Même dans les maisons d'édition spécialisées dans la publication ou la prépublication de mangas marketés pour un public féminin, la majorité des postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Je ne sais pas quels seront les prochains mangas que je vous présenterai ensuite, mais je n'attendrai pas de vous parler de Demon Slayer pour vous parler du sexisme dans le milieu de la production des mangas au Japon.
Donc les mangas qui mettent en scène un personnage adolescent féminin qui fait du sport sera considéré comme étant un shoujo mature, c'est-à-dire difficile à marketer, ou tout simplement un manga qui n'intéressera que le public de jeunes adultes féminines. Et Chihaya Furu est un manga de sport, l'un des meilleurs. Et cela pour une raison toute bête, c'est que les mangas de sport n'éveillent que très peu d'intérêt chez moi, ils m'ennuient très vite, pas Chihaya Furu. Pour que vous compreniez à quel point j'aime cette œuvre et à quel point mon regard est biaisé, si je dois faire le choix entre conserver Chihaya Furu ou Hajime no Ippo dans la bibliothèque, je conserve Chihaya Furu sans aucune hésitation. Alors je sors un peu du script et en le lisant, je me rends compte que quand même Hajime no Ippo c'est une très grande œuvre. Disons... Bon, pas Hajime no Ippo, je le garde aussi. Hajime no Ippo, pardon, je le garde aussi dans la bibliothèque. Disons un autre manga sportif, parce que en général le sport je m'en bats quoi, qui est aussi réputé au niveau international pour être une œuvre qu'on doit avoir dans toutes nos bibliothèques, genre du basket, genre slam dunk, clin d'œil. Bon bah quitte à faire un choix, je me pose pas la question, je garde Chihaya Furu dans la bibliothèque. Pardon, c'était peut-être pas bien de dire ça. Bon, après cette très longue introduction, qu'est-ce que c'est que Chihaya Furu ? Chihaya Furu, c'est l'aventure amicale et sportive de lycéens autour d'un sport très particulier qu'on appelle le karuta de compétition. Il y a au Japon un recueil de 100 poèmes de divers auteurs qu'on appelle le Yakunin Ishu. Ces 100 poèmes peuvent parfois être enseignés et appris entre la maternelle et le primaire, à la fois pour bien apprendre la prononciation des mots et pour éveiller les enfants à une forme de culture historique, tout comme nous, on peut nous enseigner les fables de La Fontaine durant le primaire, en France. De l'apprentissage de ces 100 poèmes s'est développé un jeu, le Yakunin Ishu Karuta, très similaire au jeu du Memory en France, alors très similaire, hein, on met des gros guillemets. Les poèmes sont écrits sur des petites cartes et on travaille l'éveil visuel et auditif des enfants en les faisant retrouver les bonnes associations de strophes de poèmes. Le Karuta de compétition est une version énervée de ce Memory japonais qui se pratique majoritairement sous forme de duel mais aussi par équipe. Il s'agissait d'un sport de niche au Japon, pratiqué par quelques milliers de passionnés, peut-être des dizaines de milliers, mais pas beaucoup plus, jusqu'à ce que le manga Chihaya Furu, via son succès et ses récompenses, vienne mettre en valeur, ou remettre en valeur, cette discipline. Le succès de l'excellent animé produit à partir de 2011 a permis de populariser l'œuvre à l'international, et depuis, des clubs de karuta de compétition pratiqués par des non-japonais se développent dans plein de pays, dont la France. Le personnage principal de Chihaya Furu est Ayase Chihaya, une adolescente particulièrement passionnée et investie dans le karuta de compétition, dont le rêve et objectif est d'être la meilleure du pays, donc en fait finalement du monde. Elle veut décrocher le titre de Queen, la reine, et pour cela, elle doit être la meilleure de toutes les compétitrices du pays pour pouvoir affronter et battre la reine actuelle. Ayase Chihaya est reconnue comme étant naturellement particulièrement belle, et dans son lycée, on l'appelle la beauté gâchée, parce que tout ce qu'elle a en tête, c'est le karuta de compétition. Progresser dans ce sport, que ce soit en équipe avec le club de son lycée, ou en solo pour obtenir le titre de reine. Ainsi, pour accompagner Ayase Chihaya, ou pour s'opposer à elle, ce manga nous présente une multitude de personnages secondaires, tous très intéressants. Certains sont même devenus beaucoup plus populaires que Ayase, auprès des lecteurs et des lectrices. L'une des forces du récit, c'est que tous les personnages ont une vraie personnalité, réfléchie, et avec des qualités et des défauts, des rêves et des objectifs. Presque 50% de l'histoire, si ce n'est plus, est consacrée aux amitiés de ces lycéens et aux karuta de compétition en équipe. Le dessin est parfait. Avec un usage très intelligent de l'outil numérique, les cases à fond blanc sont très rares. Et j'insiste, il y a un véritable souci du détail au niveau des décors. Quand Etsugu Yuki dit qu'elle a dessiné ce manga de toutes ses forces, eh bien le résultat est visible entre nos mains. 50 livres, de 180 à 200 pages, au scénario nickel, au dessin superbe, 15 années, de 2007 à 2022. Je me permets d'insister, 50 livres en 15 années. On retrouve à peu près nos 3 livres à réaliser par an, comme présenté lors de la vidéo sur @eli. C'est un marathon de créativité et de dessin monstrueux. Alors, attardons-nous sur quelques planches. L'enjeu graphique étant de nous faire comprendre et ressentir le fonctionnement du karuta de compétition. C'est-à-dire l'enchaînement des phases de concentration où les joueurs sont dans l'attente et la réflexion,
puis les phases d'action où les joueurs sont dans une explosivité extrêmement brève, de l'ordre du réflexe automatisé. Tout en nous faisant ressentir la poésie et l'attrait pour un sport, mais aussi un domaine culturel, qui pour nous occidentaux nous est complètement étranger, mais qui même au Japon était de l'ordre de l'activité de niche. Comme pour les 3 œuvres précédentes, je ne vous parle quasiment pas des événements qui se déroulent dans le manga. Je pense que c'est le travail complet de l'auteur, ici de l'autrice, en termes de dessin et d'histoire qui va nous accrocher ou non, quel que soit le récit ou le sujet. Comme je vous l'ai dit au début, je suis très peu disponible aux récits basés sur le sport et ou les compétitions sportives. Mais quand le travail est bon, ou même excellent, comme c'est le cas pour Chihaya Furu, mes petites restrictions de personnalité sautent assez vite. J'ai toujours l'impression de ne pas le prononcer comme il faut, mais bon. Chihaya Furu a été adapté en animé en 2011. Son succès avait déjà été reconnu et récompensé dès 2009. Et c'est sans doute ce qui a permis d'avoir assez d'argent pour produire un animé d'une telle qualité graphique. L'enjeu pour cet animé étant de produire une esthétique générale très poétique, tout en ne dénaturant pas le fonctionnement initial du sport du Carlota de compétition et en nous permettant de ressentir la tension et les enjeux de l'activité sportive et de la compétition. Quiconque a vu cet anime sait que c'est une réussite. Je vous mets 3 extraits pour illustrer mes différents propos.またカルタ部の話ですか？だってかなちゃんカルタ好きだし。何度も言いますけど、私の好きと綾瀬さんたちの好きは性質が違うんです。でも私も歌として好きなのちゃんとあるよ。ちはやぶる、神をも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。意味も知ってるよ。竜田川が真っ赤に水を絞り染めしてる超綺麗な景色って意味。本に書いてあったんだ。きっとこういう感じ。負けた。問題は決勝のオーダーだ。北欧学園に2人いる A 級選手の1人はおそらくあの細めの男だけど、もう1人は一番チビのクリクリしたやつだぜ。西田、知ってんのか？ガキの頃練習会で会ったことがある。1個上だけど。でもどんな順番で並ぶかはわからないですよね。そうなんだけど、 A 級の人と当たらないようにするには俺らが参照する確率が高くなるから。もういい、これでいこう。ちはや適当に書くなよ。そもそもあだ名で書くな。適当じゃないよ。私西高の人たちと戦って思ったんだ。真ん中って一番声が出せて全体を見れる人の席だよ。うちで言ったら太一。逆に両端は勝負に集中して勝ち星を早く上げられる人。私と肉まんくん。私と太一と肉まんくんでかなちゃんとつくえくんを挟んで盛り上げる。相手の出方に合わせるよりうちの 100% が出せる形でいこうよ。誰が相手でも勝つんだから。キープしました。こっちも取ったぞ。抜きました。須藤はもちろん選手。全員取られた。ここからだ。攻めるぞ水沢。攻めるんだ。確実じゃなくても手を出せ。敵陣に切り込め。なんだマシマ、熱くなっちゃって。お前そんなキャラだった？攻めろ。風をはい。今は攻めたいのに手札が悪い。知人ばかり続いてる。はい。攻めガルタは敵陣を攻めて相手に精神的ダメージを与える意味もあるが、札を送ることで
自陣を有利に組み立てる目的もある。千早ちゃん、絡め取られるな。落ち着け。札の確認をしっかり。チラチラ目に入る。邪魔だこの千早。つくば島。 Et j'ajouterais, parce que ce n'est pas toujours le cas d'une saison sur l'autre, que cette qualité a été maintenue sur la saison 2 et la saison 3. Je vous mets un petit extrait de la saison 2, ce sera très, très flagrant, voilà. 特殊な場所を想定して速い札をいくつか設定する。しっかり教えてやる。どんな相手でも主導権が握れるように。すごい。思想がある。指導が見える。先生がいる。すごいな。千早の高校はタイプの違うカルタがあるんや。すごいな。カササギの早っ。今の何？夜ぞふけにけるなさそう自陣右下段から自陣左上段当たり手。我が身なりけり天の模様。また渡られた。3箇所も。On est souvent surpris par la qualité de la musique qui peut être produite pour un animé, qui pourra passer un peu inaperçue dans la masse d'animés produits chaque année au Japon. Eh bien, c'est le cas de la bande-son de Chihaya Furu. Assez simple, elle a quelques thèmes très beaux et parfaitement identifiés. Le principe est simple et ingénieux, il s'agit de composer 3 ou 4 thèmes assez proches et d'en effectuer des variations. C'est-à-dire de les jouer plus ou moins lentement et vite, ou sur des tons différents, ou de changer l'instrument qui va effectuer l'accord de la mélodie. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'accord majeur, mais mes années de solfège remontent à 2001-2002, et ce n'était pas mon kiff, donc je vais me contenter d'une description approximative basée sur mon ressenti, comme pour le reste. Vous retrouverez cette manière de composer de la musique pour les jeux vidéo, et notamment les jeux sur lesquels vous allez passer des heures et des heures, avec de très nombreux lieux différents, qui ont besoin d'avoir chacun un thème musical adapté à leur environnement graphique et esthétique. Je parle bien entendu des MMORPG, et notamment de World of Warcraft. Je vous recommande la chaîne WoMusicable, je vous mets le lien en description de la vidéo, cette chaîne rassemble toutes les musiques du jeu, où chaque vidéo comprend toutes les variations sur un même thème, pour chacune des zones du jeu. Concernant la musique de Chihaya Furu, les instruments principaux sont le piano, la flûte et le violon, agrémentés de guitare sèche, cymbales et cuivres. Mais il y a vraiment beaucoup plus en fait que ça dans tous ces morceaux. Le morceau Iku Niki Ni, pas Iku Niki Ni, a par exemple tout un passage très mignon où je n'ai pas su identifier s'il s'agissait de triangles, de glockenspiel ou de clochettes. Je pense que c'est des clochettes. Et si vous avez déjà vu cet animé, je peux vous passer quelques notes et vous allez immédiatement vous dire ah oui, ça c'est du Chihaya Furu. Je vous passe quelques morceaux comme ça. De toute façon, si vous avez vu l'animé, vous savez tout de suite que la musique... voilà.
Elle est très identifiable. Elle est nickel. Elle est nickel. Donc c'est bien ce que je dis, on a mis le budget sur l'animation et la musique pour cet animé. Et malgré tout, le succès de l'animé n'était pas garanti, parce qu'il a commencé par être diffusé sur une plage horaire peu accessible, considérée comme étant réservée aux adultes. Alors vous me direz, cela se comprend, ça correspond au marketing prévu pour le manga, c'est vrai. L'animé a été diffusé de 2011 à 2014, entre 1h et 3h du matin, avec des horaires variables d'un mois sur l'autre, ce qui rend très compliqué la fidélisation. Ce n'est qu'à partir de 2015 qu'il sera diffusé à 18h30. Ne nous voilons pas la face, le succès de l'anime à l'international et son influence sur la vente de manga à l'international est entièrement à mettre au bénéfice du fantrad, qui va nous rendre disponible illégalement ce bijou dès 2012. Il faudra attendre 2022 pour que Crunchyroll nous propose une version légale, mais uniquement de la saison 3. Puis 2023 pour avoir les saisons 1, 2 et 3 de licencier sur la plateforme ADN. Avoir plus de 10 ans de retard pour licencier un animé d'une telle qualité, alors que ces plateformes dépensent du fric pour licencier des animés à la qualité plus que discutable, voire véritablement merdique, juste sur des effets de mode et des synopsis mensongers comme Nisekoi. Je sais que c'est très puéril de ma part, mais j'éprouve un certain mépris pour tous les éditeurs d'animés francophones qui se croient être des bons princes, bienveillants et donneurs de leçons en ne portant pas plainte contre les équipes qui font de la traduction illégale d'animés. Sachant que ce n'est pas vrai, vous ne proposez pas un travail de traduction de meilleure qualité et mieux corrigé par rapport aux fantrad, puisque vous faites appel à des étudiants que vous payez au lance-pierre et qui sont parfois les mêmes personnes qui travaillent sur les traductions d'animés non licenciés. Et si j'excuse la présence de fautes d'orthographe sur du fantrad, c'est par contre inexcusable sur des animés licenciés. Et il y en a. Concernant Chihaya Furu, je vous suggère vivement la lecture du manga, tout comme le visionnage de son animé. Le tome 45 sera disponible en France dans moins d'un mois, et je croise les doigts pour une licence et une adaptation française du manga sur lequel travaille actuellement Suetsugu Yuki, qui est une suite directe de Chihaya Furu. Chihaya Furu plus Kimi ga Tame. Dans ma bibliothèque, il est résumé et noté ainsi. Récit lycéen de type sportif, personnages superbes, dessin excellent, histoire super intéressant, scénario logique, un chef-d'œuvre, 20 sur 20. Maintenant, je vais très brièvement, peut-être pas tant que ça, vous parler de la crise professionnelle qu'a traversée Suetsugu Yuki en 2005 et qui lui a fait mettre en pause sa carrière pendant presque 2 ans. En juillet 2005, sur le forum de la Kodansha, la maison d'édition de Suetsugu Yuki, des utilisateurs soupçonnent l'autrice d'avoir plagié Slam Dunk de l'auteur Inoue Takehiko pour son œuvre Eden no Hana. Donc Eden no Hana, c'était un travail passé de Suetsugu Yuki. Durant l'été, les 6 œuvres déjà parues de l'autrice seront épluchées sur les forums et les blogs afin de chercher d'autres plagiats. Vous vous doutez bien que cela ne s'est pas fait sans insultes et harcèlement. S'il y a eu des doutes concernant d'autres planches sur d'autres séries, aujourd'hui on ne retient que le plagiat de Slam Dunk comme étant avéré. En octobre 2005, Inoue Takehiko, l'auteur de Slam Dunk, porte plainte contre Suetsugu Yuki. La société d'édition Kodansha annonce avoir effectué une enquête sur le travail de Suetsugu Yuki et ils reconnaissent que le plagiat de Slam Dunk est avéré. Suetsugu Yuki reconnaît qu'elle a effectivement recopié les planches incriminées et présente ses excuses. La Kodansha annonce que la publication et le contrat du manga sur lequel travaille actuellement Suetsugu Yuki, donc en 2005, est annulé. Et ils ajoutent une punition, que tous ces autres mangas, en plus de Eden no Hana, le manga incriminé, ne seront plus édités et plus disponibles à la vente. Toute cette affaire a été très médiatisée à l'époque, et vous pouvez être certain qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui ont sué des fesses en 2005 pour qu'on n'aille pas regarder certaines de leurs planches de trop près.
La petite blague, c'est qu'en 2006, c'est Inoue Takehiko qui fut accusé de plagiat pour avoir recopié des photos de joueurs de NBA directement en case de dessin dans Slam Dunk. Il a évoqué que les supports étaient différents et qu'il s'agissait là d'un hommage. Je pense que sa défense est valable. Et je pense qu'il ne fait aucun doute que Suetsugu Yuki a effectivement plagié Slam Dunk. Ce qui pose problème dans cette histoire, c'est l'hypocrisie généralisée des maisons d'édition qui sont parfaitement conscientes des influences et des hommages et des dessins recopiés entre les œuvres. Ce qui pose problème, c'est la sévérité de la punition que la Kodansha a infligée à Suetsugu Yuki. Dans leurs droits, c'est vrai, mais dans les faits, ce n'était pas bien grave, pas au point d'interrompre la commercialisation de toutes les autres œuvres de l'autrice. Mais je m'interroge au vu du comportement particulièrement paternaliste de ces maisons d'édition, encore en 2024. Si ils auraient puni Suetsugu Yuki de la même manière si ça avait été un homme. Je veux dire, en 2017, la commercialisation de Rurouni Kenshin, Kenshin le Vagabond, n'a pas été interrompue alors que son auteur, Nobuhiro Watsuki, était arrêté pour détention de vidéos pédopornographiques. Il a payé une amende de 200 000 yens, et moins d'un an plus tard, il reprenait sa série, sur laquelle il travaillait à ce moment-là. Et le discours ambiant a été « Il faut dissocier l'artiste de l'œuvre, c'est à vous, en votre âme et conscience, de choisir de boycotter l'œuvre ou non. Beaucoup de professionnels dépendent de l'exploitation de la licence Kenshin le Vagabond. Si vous arrêtez d'acheter Kenshin le Vagabond, ce sont tous ces gens innocents à qui vous portez préjudice. » Alors allez bien vous faire foutre, hein. Ce n'est pas au lecteur de manga de culpabiliser pendant que vous protégez la réputation d'une licence qui vous rapporte du fric. Juste pour information, 200 000 yens, c'est 1233 €. 1233 € pour se tripoter sur des photos et des vidéos d'enfants prépubères. Ces œuvres n'ont pas été annulées, et cet homme continue à travailler et à être publié dans un magazine d'envergure nationale. Je pense que lorsque la Kodansha a pris la décision d'interrompre la publication des œuvres de Suetsugu Yuki, ça lui a coûté beaucoup plus. Mon opinion personnelle est qu'on ne peut pas séparer l'artiste de son œuvre. Si l'artiste est un sale type, je ne me perdrai pas de temps à m'intéresser à son travail. Il y a des dizaines et des centaines d'excellents mangas sur le thème des samouraïs et des ronins, je n'ai pas besoin de Kenshin le Vagabond dans ma bibliothèque. Ceci étant dit, je pense que Suetsugu Yuki a eu beaucoup de courage pour persévérer dans ce métier et pour proposer Chihaya Furu en 2007, malgré tout le harcèlement qu'elle a subi. Et je suis vraiment content que son travail et la qualité de cette œuvre aient été reconnus pour faire fermer leur gueule à tous les crevards qui lui ont allègrement craché dessus, sur elle, et par la même occasion sur toutes les femmes autrices et dessinatrices en 2005. Je pense que les 50 livres de Chihaya Furu forment une œuvre importante parmi toutes les œuvres de type manga créées depuis le 19e siècle. Elle n'aura pas le succès ou la renommée internationale évidente qu'ont des mangas du type Dragon Ball et One Piece. Mais ce que je veux dire, c'est que l'œuvre Chihaya Furu a nourri et fait grandir le manga avec un M majuscule. Je vous remercie pour votre attention. Lisez Chihaya Furu, c'est un très bon manga. Au revoir.